Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 du mois d'octobre. Je ne sais pas si Kering a publié ses rapports annuels parce que c'est marqué ici que on aura la publication ici en date d'aujourd'hui. Donc, on va vérifier ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kering, je mets actualité. Il vend sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards. Bon, ça date du 19, ok. Kering scelle une alliance, machin, machin. Kering Investor. Investor. Voilà. Donc, ici, on a quoi? Donc, finance. Voilà. Tout refusé. Non, c'est plutôt le 22 du mois d'octobre. Ok, c'est pas plus grave que ça. Donc ici, on a la vente ici de la division beauté à, comment on appelle ça? À L'Oréal, ce qui est un bon deal pour L'Oréal. Kering, division beauté, pourcentage. Non, c'est ça. Donnez-moi juste un instant. Pourcentage CA. Voilà. Ok. Donc, ça donne quoi? On va en mode IA. Vous retrouver l'information très rapidement. Ok. Le chiffre d'affaires, la division beauté ici, ça donne c'est 323 millions en 2024. En 2024, donc c'est peut-être bien moins élevé que précédemment. Résultat opérationnel, c'est 130. Donc, ils l'ont presque vendu aux alentours de S1. Donc, ils l'ont presque vendu ici à près de 30 fois les bénéfices opérationnels. On doit avoir une sacrée croissance derrière. Hein. En tout cas, il faudrait regarder à peu près comment on appelle ça? Il faudrait regarder à peu près la structure du deal, mais c'est pas plus grave que ça. Quand elle publiera ses rapports annuels, on aura tendance ici, ses rapports financiers, on aura tendance à faire un ajustement ici. Moi, je vais juste faire rapidement une mise à jour quantitative. D'accord? Donc, la dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, ça date à peu près du mois de mai. Ouais, la dernière vidéo date du mois de mai, je pense bien. On va voir ça. Oui, c'est ça, Kering, le 1er mai 2025. Le 1er mai 2025, nous avions un Kering à combien? Le 1er mai 2025, je zoome un tout petit peu. Ici, 1er mai 2025. Il est où? Voilà. On avait un Kering à peu près 178, 180 $ l'action. OK? Et à ce prix-là, c'était très intéressant parce qu'on avait fait une analyse, on était assez conservateur, on avait pris 10 fois les bénéfices nets moyens ici, etc. On a fait une normalisation, donc ça nous donnait un prix aux alentours de 168 $, 160 $ à l'action, quelque chose comme ça, et j'avais marqué que même si elle cote à 180, 178, le prix est très intéressant. Mais en termes de pondération, il faut être prudent parce que ça ne veut pas dire... Le cycle n'avait pas encore redémarré ici, parce qu'on est sur un cycle baissé de manière générale au niveau ici du luxe, même si LVMH a eu de bons résultats. N'oubliez pas que le segment mode des maroquineries est toujours en berne. Faites attention. LVMH, c'est un peu plus diversifié que Kering ici. Donc, Kering, ils sont très investis dans la mode et la maroquinerie. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont essentiellement majoritairement monomarques. Enfin, pour la partie Gucci. Et j'ai toujours dit ici que ça ne me dérange pas que l'entreprise, en fait, soit dépendante d'une seule marque. Ce n'est pas un problème. Hermès dépend d'Hermès. Nike dépend de Nike. Moncler dépend de Moncler. Quoi d'autre? Armani dépend d'Armani. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs marques. C'est LVMH qui va en avoir plusieurs. Et encore que Kering a plusieurs marques à l'intérieur du bateau Kering, il y en a plusieurs, mais celle qui sort, celle qui tire les bénéfices vers le haut, c'est Gucci. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un argument, je pense. Si la désirabilité est bien gérée, tant mieux. Maintenant, ne me demandez pas comment est-ce qu'on gère la désirabilité, etc. Ça, ce n'est pas mon métier, ça. Je suis là juste pour voir, à peu près savoir que c'est la consommation discrétionnaire, même si c'est du luxe. Voilà, même dans le luxe, il y a des segments. De manière générale, ils ont un pricing power, mais également, ça peut mal, quand le cycle se retourne, ça peut faire mal. OK? Et donc, on est plein dedans en date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, par rapport au plus bas, Kering a presque doublé. Youpi, tout le monde est content. Mais en réalité, c'est pas comme si elle est sortie de l'auberge. Hein. Mais, on va le dire simple. Hein. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je prendrai à peu près les cash flows opérationnels. Je ne vais pas me casser la tête. On va faire ceci. Vous voyez les cash flows opérationnels? Je viens là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kering, vous allez faire simple. Hein. Prenez le prompt qui est en description de la vidéo. Vous tapez juste Kering. Voilà. On va laisser réfléchir ici. On l'a fait sur Accenture, etc. Ça pose un ensemble de questions. Ça répond à un ensemble de questions ici que vous devez normalement vous poser quand vous faites une analyse au-delà des chiffres.
OK? Donc, on revient sur le cash flow opérationnel. Donc, je vais utiliser FunGraph. Voilà. Operating, je vais prendre plutôt les cash flow opérationnels. Add metrics, qu'est-ce que je cherche? Cash flow testament. Net operating cash flow. On les prend en grosse. Voilà. Et je vais les mettre ici en yearly. Voilà. Et moi, je cherche la médiane uniquement. La médiane, quelle période? Attention. Parce que si je prends la médiane, disons, des 20 dernières années, 21 ans, on va le dire, bon, 20 dernières années, parce que ça prend 2004 à 2024, OK? On a à peu près en moyenne, en médiane, 1,4 milliard. Mais en réalité, cette compagnie a changé sur les 5 à 10 dernières années. Donc, je prendrai les 10 dernières années. J'aurais pu prendre les 5 dernières années, mais ça prend la période de Covid. Après pandémie, on a peut-être des faux signaux. Donc, faites attention. Donc, en prenant même ce chiffre-ci, on pourrait être conservateur. Donc, ça donne à peu près 2,6. Mais bon, depuis 2014. Après, on peut prendre également les 5 dernières, si vous êtes dans ça. Ça donne aux alentours ici des 4 milliards par là. En gros, la médiane ici va avoir tendance à se rapprocher entre 3 milliards, comme ça, et 3 milliards 500. Si vous la prenez en prenant en considération les 12 derniers mois, vous aurez à peu près ce type de graphique-ci. Par exemple, si je viens ici, prenons un chiffre à ce niveau-ci. Prenons cash flow. Voilà, cash from operation. Je vais les prendre en yearly. Et je vais les mettre comme ça. En médiane, sur les 10 dernières années, ça fait 3 milliards 200. Si je les mets en 12 mois, ça monte à 3 milliards 500. D'accord? Or, de l'autre côté, je ne peux pas avoir en 12 mois, je suis obligé de le faire en yearly de manière générale. Enfin, quoique, je pourrais vérifier, parce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser à peu près à ce niveau. Encore que vous pouvez utiliser Coifin. Ouais, c'est ça. Soit en quarterly, soit en yearly. Donc, je préfère généralement sur les 12 derniers mois. D'accord? Je préfère. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je le mettrai ici, parce que de toute façon, vous avez tous accès à la plateforme Coifin. Donc, on va faire simple. On mettra les 12 derniers mois. Je prends 10 ans. Parce que sur 5 ans ici, ça monte en 4 milliards 400. Sur les 10 dernières années, ça monte à peu près, on est à peu près 3 milliards 500 en médiane. Je prends et je regarde également les attentes des analystes. Et n'oubliez pas que nous sommes en période difficile, donc le moral des analystes également est en berne. Ils sont pas en fait, vous devez savoir que la consommation discrétionnaire, surtout les entreprises qui font du B2C, du B2C, c'est compliqué. D'accord? Les goûts, les couleurs, comme on dit souvent, ça ne se discute pas du tout. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un retour brutal des clients. Je n'en sais strictement rien du tout. Donc, ces prévisions-là sont toujours à prendre avec des pincettes. Ils s'attendent à 3 milliards 500, alors qu'il y a quelques temps, on était à combien? 6 milliards 400? Donc, vous voyez à quel point ça change rapidement, n'est-ce pas? Donc, je prends 3 milliards 500. C'est simple. 3 milliards 500, c'est le cash flow opérationnel. Généralement, ce genre de business, c'est 15 fois les cash flows opérationnels. Si on prend ici cash from operation, où est-ce qu'on a? Operating cash flow. On va prendre ceci. On prend la médiane. Généralement, le marché a tendance à payer aux alentours de 14. 20 dernières années, ça monte à 14. 5-10 dernières années, ça monte à 16. Donc, je mettrai à peu près 15 fois les cash flows opérationnels. OK? Donc, 15 fois les cash flows opérationnels. 3 milliards 500 fois 15, ça donne 52 milliards 500. Moins la dette nette, ici, ça donne à peu près moins 16 milliards. Moins 16. Divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, on a en date d'aujourd'hui aux alentours de 123 millions d'actions. Divisé par 0.123. Ça donne 297 $ l'action. Donc, en réalité, le prix actuel est correct. OK? Le prix actuel, il est correct. Donc, même si vous voyez 310, etc., là, on est au bon niveau. Maintenant, pour aller plus loin que ça, il va falloir que cette compagnie génère encore, que le cycle se reprenne. Et là, ça va dépendre des avancées ici. On n'a pas le choix que d'attendre ici les prochains rapports trimestriels. Je pense que c'est en date du 22 du mois d'octobre ici, comme on l'a vu sur le site. En tout cas, si j'ai du temps, j'irai voir ça. De toute façon, je suis sûr et certain que vous n'allez pas le manquer. Donc, pour moi, Kering, aujourd'hui, je suis dans la watchlist.
Elle était à, je l'avais mis à 200 et poussière, 200, je l'ai mis à 187, 162, mais ça date à peu près du mois de mai. Et je rappelle qu'on avait pris 10 fois les bénéfices. Hein. Je mets ici 297. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer à pleurer, oui, mais avant, tu disais 162, etc. Allez voir la vidéo. D'accord? Allez-y voir la vidéo. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce chiffre-là? Et qu'est-ce que je racontais dans cette vidéo de manière générale? Et après, chacun, je me réserve le droit de me tromper de manière générale, mais on est d'accord que à ce prix-là, ça restait intéressant. Mais tout se joue généralement en termes de pondération dans le portefeuille. À 180 € l'action, personne ne voulait acheter du Kering. À 300 € l'action, tout le monde en veut. C'est la même chose avec LVMH. Quand le business s'est changé à combien là? LVMH, on avait quoi ici? On vient là. Continue without saving. À 440, personne n'en voulait. Aujourd'hui, à 600, tout le monde en veut. C'est comme ça que le marché fonctionne, les amis. Intéressez-vous aux entreprises que personne ne veut acheter généralement. Intéressez-vous aux entreprises qualitatives que personne ne veut acheter. Intéressez-vous aux entreprises qualitatives que personne ne veut acheter, qui subissent généralement un problème temporaire. Et très souvent, quand tout un secteur est en berne, c'est le meilleur moment d'aller regarder. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous assure que ça a toujours... Moi, j'ai toujours pris mes décisions d'investissement. Je suis contrariant de nature. Donc, j'aime aller dans des secteurs que personne ne veut regarder. Par exemple, quand ça va mal au niveau des rates, ça pourrait m'intéresser. Quand ça va mal au niveau de l'assurance santé, ça pourrait m'intéresser. Quand ça allait mal au niveau de la tech, vous vous souvenez, Meta, machin truc là, ça m'intéressait. Quand ça va mal au niveau des logiciels comme en date d'aujourd'hui, ça m'intéresse. Donc, quand le marché décide de bazarder tout un secteur d'activité, c'est un signal fort qui devrait vous intéresser. Parce qu'on appelle ça les soldes. Nous, on adore le rouge. Moi, je suis en période d'accumulation. Tout ce qu'on doit faire, c'est identifier la meilleure de toutes, ou bien l'ensemble, on identifie le panier d'entreprises qui pourrait tirer la croissance, qui pourrait se reprendre quand le cycle va redémarrer, parce que tous les secteurs sont généralement cycliques. Certains le sont juste moins que d'autres, ou bien plus que d'autres, on va le dire comme ça. OK? Donc, moi, j'aime aller là où personne ne veut regarder, de manière générale. Et ici, aujourd'hui, je dirais, les résultats d'LVMH étaient corrects, pas exceptionnels, mais l'optimisme revient. En tout cas, au niveau du prix de l'action. De manière générale, je vous ai toujours dit que le secteur ne va pas mourir. Et parmi les entreprises qui vont avoir tendance à perdurer dans le temps, vous avez LVMH. Mais Kering ne va pas mourir non plus. OK? Bref, maintenant, donc j'ai mis à jour ici la watchlist. On va juste vérifier si on a mis la date d'aujourd'hui. OK? Et qu'est-ce que notre prompt nous mentionne? Est-ce que Kering mérite d'avoir une place dans notre watchlist? La réponse est peut-être. Pourquoi il mentionne peut-être? On va se dire ici qu'elle est dépendante à Gucci et à la Chine. Est-ce que c'est faux? Les performances financières sont en chute libre, mais c'est dû au secteur d'activité. Donc, le succès du redressement n'est pas garanti et demandera du temps. Toujours. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Si vous ne connaissiez pas Kering, ça vous donne à peu près une information assez rapide. Si ça vous prend à peu près 60 secondes. En tout cas, le prompt est en description de la vidéo. Pour Kering, en date d'aujourd'hui, j'ai mis à jour l'analyse quantitative. On reviendra ici sur la note d'analyse quand elle publiera ses prochains rapports financiers. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Laissez-moi savoir en commentaire ceux qui ont continué à acheter du Kering au plus bas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est ça qui nous intéresse. Quand un investisseur, pour se considérer investisseur, il faut avoir tendance à tenir pendant la tempête. Attention, pas tenir sans un raisonnement fondamental derrière. Parce que vous pouvez également vous tromper. Vous devez accepter de vous tromper. On passe à autre chose. D'accord? Bref. Merci.